Bienvenue à tous sur Un César pour Meryl, le podcast ciné qui balaye une cinéphilie alternative année après année. Je m'appelle César, je suis avec Meryl. Salut Meryl. Salut César. Pas Marie là, Meryl. Ah, tu n'es pas Meryl? Ah merde, ça fait 20 ans que je pense que tu t'appelles Meryl. De rien, Konzar. Chaque podcast présente une année ciné, on parle des films à voir du top de l'année. On le rappelle, tout est subjectif, ce ne sont que nos avis, on vous prévient. On spoil sur pas mal de films, c'est parti pour l'année 1998. Et on démarre avec les films à voir dans cette année 98. The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine. Premier film de la liste, Meryl, je sens que je vais t'accrocher dès le début. Je sens que c'est un hameçon pour te tirer jusqu'à la fin de ce podcast. Jeanne et le garçon formidable, un film d'un duo de réalisateurs, c'est assez rare, Olivier Ducastel et Jacques Martineau, scénarisé et réalisé par eux. C'est une comédie musicale un peu à la mode, enfin en tout cas ils voulaient renouveler le genre à la Jacques Demy, on va dire, un film où les acteurs vivent des situations et d'un coup se mettent à chanter et à danser pour dire que la vie est belle. C'était avec Virginie Ledoyen dans le rôle principal. Je ne leur dirai jamais assez. Quelle actrice, quelle femme, elle est magnifique. Et Mathieu Demy dans le rôle de son amoureux. Et donc voilà, c'est une histoire toute simple. C'est un couple qui tombe amoureux, mais elle apprend qu'il a le sida. En tout cas, il est atteint du sida. Et donc voilà, c'est une espèce de comédie musicale légère sur un thème plutôt dur, c'est-à-dire quelqu'un qui est séropositif et qui va mourir petit à petit. Donc une histoire d'amour qui va mal se finir. Est-ce que tu avais déjà vu ce film, Meryl, avant que j'en parle? Et qu'est-ce que tu en as pensé? Je m'attends à tout. Non, je l'avais jamais vu, mais bon, vu le sino, je l'aurais pas vu, parce que moi, les comédies musicales, de toute façon, je ne supporte pas ça. Je n'ai rien à dire sur ce film, j'en suis navré, mais j'ai regardé, je crois, 30 minutes. Je tiens simplement à dire que je renouvelle mon soutien à Denis Podalides, que j'adore. Alors moi, tu vois, c'est marrant parce que t'as dit que des trucs qui vont à l'encontre de ce que j'allais dire. Moi, c'est pas du tout un film que j'adore, hein. Je l'ai mis dans les films à voir, Ouais. mais Denis Podalides, je fais un aparté, je ne le supporte plus. C'est vrai. Je te jure, je vais au cinéma, on va dire, je sais pas, peut-être 10 fois par mois. Il est dans 8 films sur 10. Il a toujours un rôle. En plus, maintenant, c'est devenu le séducteur du cinéma français. Le mec se met avec Léa Seydoux, ce mec des petites nénettes de 25 piges et tout. Non, mais franchement, je ne le supporte plus. C'était un mec que j'aimais bien. Je ne peux plus le blairer. Donc voilà, c'est mon aparté, Denis Podalides. Denis, quand tu reçois des scénarios, t'es pas obligé de dire oui à tout. Tu peux aussi sélectionner ou tu peux dire non et laisser ta place aux autres, parce que franchement, ça devient insupportable. Bref, Jeanne et le garçon formidable, donc tu as détesté, tu as tenu 30 minutes, tu viens de le dire. Moi, c'est un film que j'aime bien, que je trouve sympathique, même si j'aime pas trop les comédies musicales, un peu comme toi. Mais en fait, c'est mon fameux truc de un film, une scène. En fait, il y a une scène, si tu t'arrêtes à 30 minutes, tu n'as pas pu la voir. Une scène de comédie musicale à l'intérieur du film où Virginie Ledoyen est à la terrasse d'un café et elle commence à danser avec un type qui passe dans la rue et à chanter. Je crois que je l'ai regardé 125 000 fois. Je trouve que c'est l'incarnation de la beauté et du charme dans cette scène-là. Donc voilà, c'est un film tout entier dédié à mon amour pour Virginie Ledoyen. Si elle nous écoute, car je crois qu'elle nous écoute d'ailleurs de temps en temps. On lui fait des gros bisous et voilà, c'est un film où elle est tout simplement sublime. Et le film, bon, est un petit film, une petite comédie musicale, même si j'aime bien Mathieu Demy, j'aime plutôt bien. Mais voilà, j'ai pas grand-chose à en dire non plus. Il y a juste une scène. D'ailleurs, si je trouve l'extrait, je vais le mettre tout de suite. Et puis comme ça, on sera réglé sur Jeanne et le garçon formidable. Film suivant, Meryl, j'espère que ça va plus t'accrocher. Je pense, vu ton caractère de bourrin, maintenant qu'on était dans une comédie musicale romantique, on va aller dans un film de vampire, un film de John Carpenter qui s'appelle tout simplement Vampire. Donc c'est un film sur des chasseurs de vampires menés par James Woods, une espèce d'équipe un peu, voilà, des mercenaires qui sont appelés partout aux États-Unis ou partout dans le monde pour se débarrasser des vampires. C'est adapté d'un bouquin de John Stickley et vraiment c'est la série B que moi j'aime bien. Je l'avais vu au cinéma à l'époque, j'avais bien kiffé. Je l'ai revu là, je me dis avec ses effets spéciaux à l'ancienne, on voit que tout est fait sur le plateau. James Woods qui est quand même génial, qui a du charisme à crever. Dans son équipe, il y a Daniel Baldwin qui est le moins doué des frères Baldwin, mais bon, ça fait toujours plaisir de le voir. Il y a Cheryl Lee aussi qui est une actrice chère à David Lynch puisqu'elle jouait Laura Palmer dans Twin Peaks. Et puis il y a Thomas Ian Griffiths en grand méchant, en espèce de Dracula
du XXe siècle qui est très très bon aussi. J'ai pas grand-chose à en dire. Moi, c'est un film qui me fait kiffer. C'est un film, c'est vraiment la série B dans ce qu'elle a de plus pur, c'est-à-dire du plaisir instantané. On l'oublie après, mais au moins on a kiffé sur des codes du western, du film d'horreur, du film fantastique. Meryl. Comme tous les films de Carpenter, je n'en attends rien et des fois je suis agréablement surpris, mais bon, là c'est un peu Carpenter qui surfe sur la vague qu'il y avait à l'époque des vampires, hein, Entretien avec un vampire après, je crois, le Dracula de Coppola. Avant, Avant, c'était avant. 94, ouais. Ah oui, ouais, ouais. Le Dracula de Coppola aussi. Presque tous les films de Carpenter, il y a des plans géniaux, il y a des super bonnes idées, mais c'est pas tant réussi que ça. Et ça copie, moi je trouve, à l'époque, hein, surtout quand même pas mal Une nuit en enfer. Et Ouais. même jusque dans le thème principal, la musique, hein, franchement, ça ressemble comme deux gouttes d'eau. Les guitares, machin, le trémolo, tout ce que tu veux. Bon, il y a des trucs qui sont quand même fun, hein. Ça reste fun, hein, de toute façon. Voilà, c'est un film sympa à regarder, c'est rigolo. Il y a James Wood qui est encore plus macho que d'habitude là-dedans, donc forcément, il y a une bonne, hormis ça, il y a une très bonne musique de Carpenter, hein, avec, tu sais, avec des chansons. Alors, il y a Stone, il y a même, j'ai vu qu'il y avait un truc, The Texas Stole Liquors. Un groupe que je connaissais pas du tout, mais un peu barré blues rock avec des synthés dans tous les sens. Il y a franchement une BO qui fait plaisir. Ça n'a ni l'âme d'un Dracula de Coppola, ni l'ambition même, tu sais, d'un entretien avec un vampire. Tu vois, c'est un truc qui se positionne un peu. C'est carrément en dessous d'une nuit en enfer. Je trouve ça carrément moins fun. Même dans le scénar, il y a des fois des petits trucs un petit peu débiles qui gâchent le plaisir, tu vois. Et comme au final, ça réinvente pas grand-chose. Voilà, j'ai l'impression que c'est Carpenter qui lui-même met fin à ce genre de cinéma-là. En tout cas, de sa part, quoi, tu vois. Ben, en tout cas, tu as donné la bonne définition pour moi de Carpenter. Alors, on va se faire chier dessus, hein, parce que généralement, le YouTube ciné, en tout cas, les nouveaux cinéphiles adorent Carpenter. Il est vraiment, il est devenu au rang de Kubrick, Carpenter. Maintenant, c'est un génie absolu. Moi, je trouve toujours qu'il y a un truc, c'est que c'est un cinéaste, tu vois, qui fait un peu low cost, je trouve, hein, sans lui manquer de respect. C'est toujours un peu cheap, ce qu'il fait, mais moi, j'ai une certaine tendresse pour ses films. Alors, ça fait, je veux pas du tout en parler en le regardant de haut, mais que ce soit Vampire ou que ce soit des films comme L'Antre de la folie, je trouve qu'il y a toujours des bons trucs, comme tu l'as dit, des bonnes idées, des bonnes images, des bons plans, mais que ça reste toujours un peu foireux, quoi. C'est quand même marrant, alors que ce type-là maintenant est adulé, mais moi je trouve qu'il reste foireux, mais sympathiquement foireux. Alors toi, je sais que tu adores The Thing, moi j'aime pas du tout, mais même Halloween, tu vois, je l'ai revu il y a pas longtemps, et Halloween, c'est très bien, hein, mais enfin c'est très sympa à regarder, mais c'est pas un grand film du tout. Et maintenant c'est érigé au rang de chef-d'œuvre. Je ne comprends pas le suramour pour Carpenter, après qu'il ait été dézingué pendant pas mal d'années, maintenant il est mis au pinacle. Je trouve ça toujours un peu étrange. Je vais finir avec une info, Meryl. Tu l'as peut-être vu en VF, ce film, je ne sais pas. Qui fait la voix de James Woods? Si je Ouais. te dis Paul Hogan dans Crocodile Dundee, c'est la même. Ah oui, C'est Yves d'accord. Régnier. Ah C'est Yves Régnier. mais oui, bien sûr que oui. Moi, je crois que le meilleur rôle d'Yves Régnier, c'est voix off. Je crois Ouais. qu'il est jamais meilleur que quand il fait Ça, la en tout voix cas, off. avec James Wood, ça le fait, en tout cas. Grave, ça le fait Bah, tu grave. sais, alors je veux pas dire de conneries, mais il me semble que donc j'ai regardé l'enfer du dimanche il y a pas longtemps, et il me semble qu'il a cette voix-là. Il a aussi la voix d'Ivrénie, il me semble. Ah, c'est possible, je l'ai revu en VO, moi. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, Vampire, une série B à regarder un soir où vous êtes un peu, vous avez bu une bière de trop, quoi. Voilà, ça se regarde comme ça, mais c'est pas du tout un grand film. On passe au suivant. Alors, on s'est un peu briefé, Meryl, avant le podcast, et celui-là, tu m'as dit, putain, je l'ai vu il y a quelques semaines, voire quelques mois, je me rappelle pas du tout. Donc, c'est The Ice Storm, un film d'Ang Lee, quand même, un réalisateur, voilà, un réalisateur qui compte. Et on dirait, je trouve, un film des années 70, puisque la reconstitution de ces années-là est parfaite. Les costumes, les coupes de cheveux, les décors, les accessoires dans les maisons, je trouve que tout marche bien. Alors c'est une tranche de vie, hein, c'est un film finalement qui n'a pas d'autre ambition que de dépeindre une famille, en tout cas voilà le fonctionnement d'un groupe de personnes. Ça se passe dans le Connecticut, c'est en 73, et donc voilà c'est des, on va dire pas des bourgeois, mais des, on pourrait appeler ça des bobos aujourd'hui. Voilà, c'est des gens qui ont un peu de pognon, qui vivent dans des belles baraques, mais qui essayent de s'encanailler un peu. Donc voilà, il y a eu une tempête de neige, la ville est glacée, congelée, il y a un froid pas possible qui se ressent à travers l'écran. Et donc on suit les histoires d'une famille. Le paternel c'est Kevin Kline, la mère c'est John Allen et le fils c'est Elijah Wood. Et voilà, on suit ces gens-là qui vont mener des expériences. Alors les parents vont aller chez leurs voisins qui organisent des parties fines organisées par donc la voisine qui est Sigourney Weaver, qui est sublime dans ce film. Le garçon Elijah Wood tombe amoureux de sa voisine Christina Ricci. Bref, il y a un casting quand même, il y a beaucoup de monde. Il y a Tobey Maguire également dans le film. Et moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a une ambiance. Alors, c'est pas un grand film, pas du tout, mais je trouve qu'il y a une vraie ambiance entre
le froid, les années 70, ce côté un peu gens qui s'encanaillent dans les années 70 en faisant des... Alors, ils mettent leurs clés de voiture dans un bocal et en fait, on tire au sort la clé pour aller coucher avec la personne. Bon, c'est une idée de la part tous très étrange, mais bon, en tout cas, voilà. Mais je trouve qu'il y a un vrai charme, il y a un vrai soin à la reconstitution. Alors, Meryl, toi qui ne te rappelles pas du tout, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Ice Storm? Ouais, alors ce que je peux te dire, c'est que même après t'entendre, t'avoir écouté raconter le sino, ça ne me dit toujours rien. Franchement, je t'assure, je suis en train de me demander si je l'ai vu. Et pourtant, j'ai quand même noté des trucs. En général, quand je note des trucs, c'est que j'ai maté le film, tu vois. Alors, qu'as-tu noté si tu reprends tes notes telles quelles? Alors, tel quel, moi, tu sais, je note souvent que des mots, donc j'avais noté chiant. Ne vaut que pour les quelques jeunes acteurs encore peu connus qui débutent et qui sont dans la puberté. Un film pour ados des années 2000, ça ne m'étonne pas de toi. Ouais. Donc, c'est un jugement de valeur, en plus, que tu as fait. Complètement. Et alors, par contre, je ne dis rien sur le film, donc je n'en ai aucun souvenir. Je crois que c'est la première fois que ça arrive dans ce podcast. C'est un film qui est adoré, hein, qui est ultra bien noté partout, qui est vraiment un film très aimé. Il a eu le prix du scénario à Cannes en 97. Donc voilà, mais c'est un film, moi je trouve pas ça chiant, tu vois, c'est marrant que t'aies noté chiant. Mm. Moi je trouve qu'il y a une vraie ambiance, et puis il y a Sigourney Weaver qui est, encore une fois, qui est à la fois charismatique, qui est sexy, qui est un peu maîtresse femme, enfin, qui est très impressionnante. Et rien que pour elle, ça vaut le coup. Kevin Kline, qui est un acteur qu'on aime plutôt bien, qui est toujours sympathique. Et puis les jeunes Tobey Maguire, Elijah Wood et Christina Ricci, voilà, ça allait devenir un peu la fine fleur, mais Ang Lee fera mieux après, on reviendra sur l'un de ses films suivants, qui pour moi est un chef-d'œuvre. En tout cas, Ice Storm, ça se laisse bien voir encore aujourd'hui. On passe à un autre film, Meryl. C'est un film que là, je sens que tu vas me détester, parce que là-bas, je l'avais mis dans le top, et là, je l'ai revu, et pour moi, ça a été une immense déception. Ça reste un film agréable. C'est Will Hunting, un film de Gus Van Sant, que j'ai un peu subi quand je l'ai revu. Je t'avoue que j'ai eu beaucoup de mal. Je vais te laisser je crois que tu l'aimes, tu adores ce film, donc je vais te laisser en parler, et ensuite, je donnerai mes deux, trois arguments négatifs. Je crois que c'est mon préféré de Gus Van Sant, de toute façon. Et puis bon, faut quand même reconnaître que c'est un film Ben Affleck et Matt Damon. Bon, c'est l'histoire Scénarisé de... par eux. Je vais faire le pitch, Meryl. Donc, du coup, c'est un Matt Damon qui joue, voilà, un garçon qui fait le ménage. Un garçon, voilà, on le voit, il vit à Boston. Il aime bien se battre le week-end. Il va dans les bars avec ses potes. C'est un peu un branleur, quoi. Voilà, il va de temps en temps faire des petits séjours en prison parce qu'il a fait des bagarres. Bref. Et donc, il fait le ménage. Il voit un problème de mathématiques écrit dans le couloir de cette université. C'est le MIT. Et donc, lui, il le résout en 2 secondes, alors que c'est un truc censé être irrésolvable. Et donc, bah, il y a toute la clique des matheux de la fac qui se dit qui est ce génie? Et en fait, bah, on s'aperçoit que c'est un vrai génie. Il lit, il connaît toute la littérature, il sait une bête en maths. Enfin bref, c'est un vrai génie. Et lui refuse effectivement de réussir. Et il va se faire suivre par un psychologue joué par Robin Williams, un psychologue qui est un peu sur le retour, hein, qui a perdu sa femme, qui est malheureux, qui est un peu dépressif. Et il va essayer de l'aider à devenir ce génie qu'il est au fond de lui. Je crois que tu adores ce film, Meryl. Complètement. Et j'adore ton résumé en plus. Merci. C'est ce qu'il y a de mieux dans le film, je pense. Non, mais ouais, alors tu l'as retiré du top. Je sais pas si moi je l'aurais laissé ou voilà, si j'aurais mis un autre film à la place. Bon, moi les qualités de ce film sont toujours les mêmes. Je le trouve toujours pas long. Alors que pourtant, voilà, il y a plein de trucs qui ne racontent pas grand-chose. Enfin, qui ne parlent que de la vie de Matt Damon surtout. Déjà la présence de Mimi Driver, qui est moi une actrice que j'adore et qu'on voit pas souvent. Moi, je n'ai que 2 souvenirs de cinéma d'elle, c'est ça et ouais, Sleepers, voilà. En plus, en background, t'as, tu sais, la galère des quartiers américains un petit peu paumés, une sorte Ouais. des classes entre étudiants en plus. Et c'est là justement, tu vois, que Mimi Driver, je le trouve parfaite dans son rôle de bourge, mais qui s'assume pas et qui est pleine d'empathie. Enfin, c'est un film qui parfois te laisse sur le cul, moi, je trouve. Il y a 2, 3 scènes là-dedans où c'est Matt Damon qui te laisse sur le cul. Bon, notamment une scène qui est hyper célèbre, hyper connue, celle où il est face à, je sais pas, c'est les services secrets américains ou, enfin, qui essayent de le recruter et puis il leur explique que Mm. finalement il veut pas bosser avec eux parce que s'il déconne un truc et qu'au final à l'arrivée il tue des gens, enfin bon voilà. Et puis bon, il y a quand même un truc, c'est que c'est certainement l'un des plus beaux duos, moi je trouve, du cinéma américain, Damon Williams. C'est l'un des meilleurs rôles de Robin Williams de toute façon. Je l'avais vu à l'époque à la sortie, j'avais adoré, j'étais un peu fasciné par ce personnage de surdoué qui s'ignore, enfin en tout cas il s'ignore pas, mais en tout cas il veut pas aller vers son génie. J'étais fasciné par la relation qu'il avait avec ce psy joué par Robin Williams. Et là je te jure que en l'ayant revu, en plus j'ai vraiment regardé en me disant je vais réadorer quoi. Et j'ai trouvé ça extrêmement pathos quoi, extrêmement gros cinéma américain, gros sabot. Ça m'a très vite gonflé, même si je trouve qu'il y a plein de qualités. Effectivement Robin Williams il est bien, Matt Damon il est bien, mais je trouve que tout le monde
surjoue un peu le film à Oscar, ce qui est bizarre parce que Matt Damon et Ben Affleck à l'époque c'était des illustres inconnus, mais je trouve qu'il y a vraiment un truc de, on appuie sur des ressorts très mélodramatiques. Enfin, je trouve ça vraiment lourd. Moi, ça m'a semblé très lourd. J'ai trouvé ça extrêmement long. Je trouve qu'il y a presque une demi-heure de trop. Notamment, il y a un grand défaut qui revient beaucoup en ce moment dans le cinéma parce que j'ai été voir plusieurs films là qui ont ce défaut-là, notamment Babylone, c'est-à-dire de ne pas savoir finir ses films et de faire 14 fins, quoi. Il y a 14 fins différentes à la fin, moi j'en peux plus. J'ai noté, bon ça c'est un truc subsidiaire, mais j'ai noté que la BO de Danny Elfman piochait quand même pas mal dans le répertoire de Morricone. Il lui pique des trucs, mais c'est limite du plagiat. Puis voilà, toutes ces surexplications de texte à l'américaine, c'est pas de ta faute. Enfin, tu vois, ces grandes phrases de non-culpabilité, de judéo-chrétien et tout, moi je ne supporte plus. Enfin, j'ai vraiment du mal avec ça. Je trouve que la mise en scène de Gus Van Sant, qui peut être un formaliste doué des fois, ça fait vraiment grand-père avec des charentaises. Je trouve ça très plan-plan traiter les films. En revanche, il y a deux, trois moments que je trouve génial, dont cette scène que je trouve absolument géniale de Ben Affleck qui lui dit si demain matin t'es là quand je viens me chercher, je te tue. Ça, j'adore cette scène. Je trouve qu'elle fonctionne toujours aussi bien, justement parce qu'elle décale un peu. Alors, c'est peut-être moi qui déconne, mais j'ai revu pas mal de films avec Robin Williams pour le podcast, et c'était un acteur que j'aimais beaucoup. Et j'ai vachement de mal maintenant. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'il est toujours un peu dans le surjeu, il est toujours un peu dans le clin d'œil. Alors, hormis quand il fait un personnage très enfantin comme Hook, où je le trouve génial. Sinon, je trouve que il sait qu'il joue un rôle dramatique et il fait tout pour bien le jouer. Enfin, je sais pas comment mieux expliquer ça, mais j'ai un peu de mal. Bon, j'aime beaucoup Matt Damon et je trouve qu'il est très bon là-dedans, mais j'ai trouvé ça un peu, ouais, un peu académique, un peu chiant. Ça m'a un peu fait chier. J'ai reçu ma petite arme, tu vois. C'est que ça a fonctionné et que pour moi, Williams, je trouve toujours Williams magnifique dans ce film. Mais après, je comprends ce que tu dis, hein. Puis voilà, c'est une question d'impression, hein, de toute façon. Il y a quelques chansons folk d'Elliott Smith que j'aime beaucoup, que j'ai découvert dans la BO, que moi je trouve génial, Up in the Air de Redman. To take its toll in half a lot, and nothing to do. Do you miss me? Misery, like you say you do. Meryl, le dernier film dans les films à voir pour cette année 98, c'est un film français, La Classe de Neige, un film de Claude Miller adapté d'un bouquin de Emmanuel Carrère. Alors moi j'ai une petite histoire avec ce film-là parce que j'avais lu le bouquin à l'époque au collège, ils nous avaient fait lire ça et je t'avoue que tu sais généralement au collège tu lis Les Trois Mousquetaires, tu lis Le Barbier de Séville, mais tu t'attends pas à lire un truc aussi sombre. C'est quand même un livre très très sombre et le film l'est tout autant. Pour résumer très rapidement, c'est un petit gosse qui s'appelle Nicolas qui est amené en classe de neige par son père et en fait on comprend que le gamin il a vécu des trucs pas cool. Il est très craintif. Il a des cauchemars pas possibles, il se pisse dessus la nuit. On comprend qu'il a vécu un truc pas cool. Alors on n'arrive pas trop à comprendre quoi. Il a vraiment des cauchemars. Et dans cette classe de neige, il se passe des choses aussi. Et on comprend qu'il y a un trafic d'organes d'enfants autour de ça. Bref, il y a plusieurs pistes narratives qui gravitent autour. Moi, c'est un film que j'adorais, que je mettais vraiment au pinacle, que j'avais acheté et tout ça. En le revoyant, j'ai été assez déçu parce que dans mon souvenir, la noirceur était encore plus cauchemardesque que ça. Et en le revoyant, je me suis dit bon, c'est dur, c'est noir, c'est sombre, c'est pas habituel dans le cinéma français, donc c'est à noter. Et j'aime bien en plus la réalisation de Claude Miller, que je trouve qu'un réalisateur qui a vraiment du talent. Mais je sais pas, il y a des trucs qui vont pas, il y a des scènes avec les gosses qui sont un peu trop légères, donc je trouve que ça contrebalance trop avec la noirceur du propos. Bref, j'ai été un peu déçu, même si je reste persuadé que c'est un bon film. Est-ce que tu l'avais déjà vu, Meryl? Non, non, pas du tout. Je sais pas trop quoi penser parce que il y a deux bons acteurs là-dedans, Emmanuel Berco et Yves Verhoeven. Déjà, c'est un peu étonnant de le voir en gentil animateur, lui. C'est vrai, il joue dans Les Fous. Ah ouais, Mm, tu m'étonnes. mm. Et franchement, ouais, le duo, il fonctionne bien. Le côté mystérieux, il est vraiment bien, comment dire, déversé tout doucement. Tu vois, tu sais qu'il y a quelque chose qui se trame, comme tu as dit, il y a quelque chose qui est noir, qui est pas cool, mais enfin, je trouve que ça, c'est bien fait. Plein de passages gore qui décrédibilisent tout, en fait, tu vois. Et, Je suis d'accord. Qui verse vraiment presque dans le truc à la Carl Zero. Enfin, je sais pas, il y a une espèce presque un humour noir qu'on pourrait retrouver dans le Canal des années 90 ouais, que t'as raison, ça décrédibilise la noirceur. ouais, du coup, t'as l'impression que c'est un gag, presque. Ouais. Ouais, c'est ça. Après, la fin, moi, je trouve, rattrape un petit peu le film. Et un petit mot aussi sur un acteur qui, je trouve, qui fout vraiment les jetons, c'est le personnage du père, qui est joué par François Roy. Et c'est un acteur, tu vois, on dirait presque un Jackie Berroyer tueur en série. Enfin, je sais pas, il a une espèce de tête à la fois normale et à la fois flippante. Et il y a deux, trois scènes, je trouve qu'en fait, il aurait dû ne pas aller dans cette espèce d'imagerie très gore et tout ça. Mm. Effectivement, tu as raison, ça marche pas. Mais tu vois, il y a des scènes, je sais pas si tu te rappelles, dans une fête foraine où on voit ce père avec son fils.
et on se dit, est-ce que c'est un pédophile? Est-ce que c'est un tueur en série? Enfin bref, on n'arrive pas trop à savoir. En tout cas, le mec est glauque et sinistre. Et il aurait dû s'arrêter à ces sous-entendus où on ne sait pas vraiment où ça va, quoi. Je trouve que finalement, de trop en montrer, de trop en dire, ça enlève la noirceur du film, le côté cauchemar. Ah, c'est dommage parce que il passe à côté de quelque chose du coup. Et on avait parlé d'un film Meryl de Claude Miller. Bon, on en a parlé de plusieurs, hein, La meilleure façon de marcher, Oui, notamment Garde à vue, mais un film qui s'appelait Dites-lui que je l'aime avec Gérard Depardieu et Miu Depardieu. Miu. Et il y avait exactement cette atmosphère de cauchemar enneigé. Donc je pense que c'est un truc qui le fascine un peu, ces atmosphères de neige où peuvent se tramer les pires trucs. D'ailleurs, il y a une scène où ce gosse, tu sais, il se réveille de son cauchemar dans la voiture qui est garée devant la classe de neige. Et vraiment, il y a des super idées. Je trouve qu'il y a vraiment des super images. Il y a des images qui imprime vraiment le cerveau. Mais ouais, il n'a pas été jusqu'au bout. Pourtant, il a eu le prix du jury au Festival de Cannes, tu vois, en 98. Mais ouais, c'est un film qui a été oublié d'ailleurs depuis. Je pense que le ton est trop bizarre pour le public français, j'ai l'impression. Voilà, en tout cas, La Classe de Neige, ça se conseille parce que c'est un des films, voilà, qui peut-être que vous allez découvrir grâce à ce podcast. Nous, on essaye de vous faire, bon, en tout cas, on prend pas les films pour les faire découvrir, mais dès qu'il y en a des un peu moins connus, on essaye de plus s'étendre dessus pour que ça donne envie aux gens de les regarder. On passe tout de suite, Meryl, au film dont tu voulais parler, mais pas moi. Alors, on vient de parler des films, voilà, qui étaient un peu obscurs. Alors, celui-là, pour le coup, il n'est pas du tout obscur parce que c'est vraiment un film culte. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une personne que j'ai croisée depuis 25 ans qui ne me dise pas que ce film est un chef-d'œuvre. Et moi, c'est marrant, c'est un film que j'ai toujours rejeté en bloc. Je l'ai revu pour le podcast. Ça devait faire la troisième tentative de visionnage. À chaque fois, je lâche au bout de 40-45 minutes. J'ai l'impression que vraiment, tout a été fait pour que ce soit un film qui me déplaise. Et ça me déplaît totalement. C'est Las Vegas Parano, un film de Terry Gilliam avec Johnny Depp, Benicio del Toro dans le rôle de son comparse, plein de petits rôles, hein, notamment Tobey Maguire encore une fois, Craig Bierko qui jouait le méchant dans Au revoir à jamais, Mark Harmon qui était l'acteur de NCIS. Et voilà, c'est un film sur Hunter Thompson, hein, qui était un vrai type, un vrai écrivain, journaliste, qui a inventé le gonzo, c'est-à-dire au lieu d'écrire des articles à la troisième personne, tu écrivais ton expérience dans le truc, c'est-à-dire je vais couvrir un match de foot, ben, je raconte ce que j'ai bu avant, avec quelle nana j'étais à l'hôtel, enfin bref, tu racontes ta vie à l'intérieur de l'événement. Et donc là, c'est une espèce de film qui glorifie une vie d'excès au niveau des drogues, de l'alcool, de la défonce, du délire. Et moi, je t'avoue que c'est un film qui me laisse totalement froid, donc je vais pas le défoncer, parce que je sais que c'est un film qui plaît à énormément de monde. Je te laisse en dire du bien. C'est un trip, hein, ce truc-là, de toute façon. C'est pas sérieux et en même temps, il y a quand même un discours derrière. Mais bon, on s'en fout parce que le vrai plaisir du film, c'est Del Toro et Johnny Depp. Parce que, bon, à l'époque, déjà, de toute façon, moi, je me souviens avoir été complètement dingue du film sans avoir réalisé que le mec qui jouait l'avocat, c'était le même qui était enfin, que c'était Del Toro, quoi, tu vois. Ouais. J'avais pas imprimé, quoi. Tellement, il y a contre-emploi. Je suis pas vraiment fan de Johnny Depp, l'acteur. Tu vois, j'aurais du mal à trouver des films où je l'adore vraiment, quoi. Mais Moi, il y a Ed Wood, moi, où je l'adore vraiment. ouais, bon, moi j'aime bien Blau, j'aime bien le truc avec Pacino. Si, si, il y en a quand même. Denis Brasco. Denis Brasco, ouais, moi je trouve que tous ses rôles, tout son passage Burton, etc., ça l'a préparé à faire ça. Parce que, bon, il a été à vivre avec Raoul Duke pendant 6 mois pour se coller vraiment au perso. Tu sens bien qu'il a bossé, quoi. Mais de toute façon, les mimiques que Depp il te fout dans tous ses rôles, elles étaient prêtes pour faire ce rôle-là. C'est une autoroute. Tu vois, pour Johnny Depp. Moi, je trouve que c'est son meilleur rôle. C'était le rôle, il était fait pour ce rôle-là, quoi. Tu vois, moi, je vais même carrément jusque-là, quoi. Après, Moi, il m'aurait pile autant que dans Pirates des Caraïbes, tu vois, dans ce film-là. en général, même c'est Tim Burton, ou ce qu'il fait, ouais, le Pirate des Caraïbes, c'est pas vraiment, ça m'éclate pas vraiment. Hum. Mais là-dedans, il fallait le faire, et t'as beau faire. Johnny Depp, il a eu la vie qu'il a, il était vraiment parfait pour ce film, comme Terry Gilliam, tu vois, ce film-là, c'est une rencontre de plusieurs cerveaux un peu, alors, non, je vais pas dire malade, mais un peu taré, quoi, un peu décalé, un Hum. peu à côté, et ça donne un film, qui est un gros fuck. Parce que tu vois, je n'ose même pas imaginer comment ils ont vendu ce film à l'époque. D'ailleurs, ils l'ont pas vendu, ils l'ont mal vendu et ça a été un flop, ce truc, hein, d'ailleurs. Ouais. Mais ça a été instantanément culte, ce truc. Limite, tu sais quoi, de toute façon, je vais pas faire 2 heures, mais je vais même pas spécialement, j'avais noté plein de trucs, mais je vais même pas spécialement parler du film parce que tu reconnaîtras toi-même aussi, de toute façon, qu'il y a quand même des sacrées qualités au niveau de l'image, mais au du visuel, parce que de toute façon, c'est Terry Gilliam. Il y a aussi des sacrées qualités au niveau de l'interprétation de la défonce, des tripes que les différents protagonistes prennent, parce que c'est une histoire de drogue, hein, les mecs n'arrêtent pas de se défoncer, ils prennent de tout, de la mescaline, tout ce que tu veux, même des trucs qu'on connaît pas. Je voulais que ce film soit dans ce podcast
même si je savais déjà que toi tu l'aimais pas. C'est un film qui vieillira jamais de toute façon, parce que qu'est-ce que c'est que ce film? De toute façon, moi je lisais un petit peu, il y a des mecs qui disent voilà, c'est ce qu'il a voulu en fait, Duke, c'est écrire un truc qui montrait, qui racontait la fin des années hippies. Tu sais, et puis toute la Mm. désillusion. Finalement, si tu prends le film sous cet angle-là, oui, c'est pas mal, c'est réussi, parce que voilà, c'est l'histoire de défoncer, et ça va pas bien plus loin que ça, quoi. Mais bon, je ne remercierai jamais assez Terry Gilliam d'avoir osé faire ça. Parce que franchement, ça a dû être difficile à faire. Voilà, moi, c'est un film que j'adore. Eh ben, écoute, Meryl, je te le laisse. Moi, tu sais que je suis hyper rétif à Terry Gilliam. Je n'aime rien hormis Armée des 12 singes. Et c'est vrai que même quand il change, parce que là, il n'est pas vraiment dans son style habituel, on ne peut pas dire ça, mais ça m'en touche une sans bouger l'autre, quoi. C'est vraiment, j'ai pas d'autres arguments pour dire ça, mais c'est un film de la première à la dernière image. J'ai jamais vu la dernière, mais rien ne m'intéresse, rien ne me passionne. Je trouve ça me tombe des yeux. Donc voilà, je vais pas en dire, c'est vraiment une question de sensibilité. Et il y a tellement de gens que j'aime qui aiment ce film que je peux pas en dire du mal. Donc, et tu en fais partie. Donc voilà, on va conclure là-dessus, Meryl, et on va passer tout de suite au top de l'année 98 où il y a 7 films. C'est parti. Numéro 7 de ce top 1998, un film culte, encore une fois, on vient de parler de Las Vegas Parano. Là, sauf que c'est même pas un film culte, c'est un film qui a été reconnu quasiment dès la sortie comme un chef-d'œuvre. Les gens l'adorent, les années passent et pourtant les gens l'aiment toujours autant. C'est The Truman Show, un film de Peter Weir avec Jim Carrey dans le rôle principal. Alors, qui ne connaît pas l'histoire de Truman Show, qui était vraiment avant-gardiste à l'époque où le film est sorti? C'est tout simple, on va la rappeler quand même. Un type qui s'appelle Truman, qui vit dans une petite ville de bord de mer. Tout se passe bien dans sa vie, il a une vie presque idéale, on dirait une vie de sitcom, et en fait il s'aperçoit que sa vie n'est qu'une vaste émission de télé, il est né devant les caméras, il vit devant les caméras, le monde entier suit sa vie depuis le début, et tous les gens qui l'entourent ne sont que des acteurs ou des artefacts de vraie vie. Donc voilà, c'est un film terrible, hein, le scénario est terrible, il est écrit par Andrew Niccol, c'est une idée de génie, c'était en 98, donc bon, il y avait Big Brother qui existait à l'époque, mais en tout cas, il n'y avait pas encore l'essor de la télé-réalité, donc on trouvait ça absolument incroyable quand on le découvrait. Moi, j'ai découvert au cinéma, je l'ai revu là, ça faisait très très longtemps que je l'avais pas vu. Je n'ai pas pris une aussi grande claque que la première fois que je l'ai vu au cinéma, mais je trouve que ça reste quand même un très très bon film, notamment grâce à l'exploit, je trouve, de Jim Carrey, qui voilà, on le connaissait dans The Mask, on le connaissait dans Dumb and Dumber, et là il se révélait comme un immense acteur dramatique, puisque c'est un film où il a plein de nuances, il est drôle à la fois au début, puisque c'est un mec très enjoué, voilà, très heureux, très léger, très aérien. Et puis bon, quand il découvre la supercherie, c'est un type dont la vie s'écroule parce qu'il s'aperçoit que sa vie n'a été que mensonge et que piège en fait. Voilà, il est tombé dans un immense piège. Le film est brillant au niveau du scénario. Il y a Ed Harris qui joue le grand metteur en scène, l'espèce de comment on pourrait l'appeler, le John DeMol qui a créé Endemol, voilà, de l'époque, qui réalise la vie de ce mec depuis le début. Laura Linney dans le rôle de la femme de Jim Carrey, Noah Emmerich dans le rôle de son pote et Natasha McElhone qui est la sublime actrice des années 90 qui a un peu disparu après, qui est celle qui va lui faire prendre conscience de la réalité. C'est un très bon film, c'est un film extrêmement bien mené, court, rythmé, brillant dans ce que ça dépeint et brillant au niveau des acteurs. Meryl, je te laisse parler de Truman Show. Ouais, je me rappelle, moi, à l'époque, c'était un film marquant, assez étrange, hein, parce que, au final, quand tu y réfléchis, il n'y avait pas encore vraiment Internet. Je trouve que le film se faisait poser des vraies questions, sur l'intimité et puis la publicité. Maintenant, on n'en a plus rien à foutre, hein, mais à l'époque, ouais, ça posait des vraies questions. Une mise en scène hyper soignée. C'est quand même un sujet qui pourrait se révéler casse-gueule. C'est maîtrisé du début à la fin. C'est tellement efficace que je balance ma petite larme à la fin, tu vois. Putain de révélation, Jim Carrey. Mm. C'est une chance pour lui, ce rôle-là, et il l'a pas laissé passer, mais bon. Voilà. Moi, je ne le savais pas à l'époque, mais c'est un très très grand acteur. Et il est parfait là-dedans. Il y a ce film-là, et puis bien sûr, il y a Man on the Moon juste après, où c'est là, Oui, il termine sa transformation, quoi, tu vois. Il termine de dire au studio, regardez, je suis là et je peux, je suis un vrai acteur. je suis dans le top 3 des meilleurs acteurs, ouais, Ouais, clairement, hein. Il a peut-être eu des choix de vie ou des choix personnels qui ont dicté une carrière un peu en dents de scie, ouais, ça c'est sûr. Mais on va dire, il a un boulevard de chefs-d'œuvre dans les années 90, quoi. ouais, il a fait des trucs qui ont marché et qui sont pas bons, hein, c'est surtout ça. Donc, il est devenu bankable et il a fait un petit peu Eh de ouais, pognon quand même, hein, tu vois. Donc, ouais. bon, bref. Menteur, tous ces trucs-là, Ouais, Bruce voilà. Tout-Puissant, on n'en parlera pas de cela. Non, non, bon, non. C'est vraiment un film qui fait partie de mes films de chevet, tu vois, des films que quand je sais pas quoi regarder et que j'ai envie de passer un super moment, qui va me rappeler plein de souvenirs en plus, ben je regarde ça. C'est un feel-good movie de toute façon, parce que la fin est géniale.
C'est C'est vrai que la fin est sublime, hein. La ouais, fin, ouais. pour les rares personnes qui ne l'ont pas vu, parce que ça a été un triomphe, près de 400 millions de dollars de recettes, puis c'est un film avec le temps que tout le monde a vu et qui est devenu un grand classique du cinéma américain. La fin sur le petit bateau, elle est incroyable, elle est géniale cette fin. Et puis il y a une musique qui est totalement dantesque. Elle est vraiment incroyable, la musique, toute la musique classique qu'il y a dans les accidents maritimes de Truman. Alors c'est une musique qui est composée par le duo, alors ça va être chaud à dire, mais je vais le dire quand même, Burkhard Dallwitz et Philip Glass. C'était d'abord passé dans les mains de Palma. Ça aurait Ouais, été tout autre chose. ouais, ouais. Et lui, De Palma, il préférait Tom Hanks à Jim Carrey. Ah ben j'aurais payé pour voir le même film de Palma Tom Hanks. Un petit mot aussi sur c'est marrant que t'aies parlé d'Un jour sans fin parce que quand tu l'as dit ça m'a fait tilt que en fait Un jour sans fin c'est aussi un film tu sais que qui pourrait être tu sais, un monde très clos, une espèce de boule de neige où la personne est Mm. coincée à l'intérieur et peut pas s'en sortir. Donc oui, c'est des films comme ça où le personnage est prisonnier presque d'un décor factice et puis il doit agir alors que tout le monde enfin on a l'impression il est pris au piège quoi. C'est vrai que c'est des films étranges et pourtant ça pourrait être des cauchemars. Et c'est vrai que Truman Show, il y a un petit sens du cauchemar au début, quand il se rend compte de tout, qu'il arrête le trafic, tu sais, en un seul mouvement. Mais c'est vrai que on en ressort avec du bonheur, on va dire, dans le cœur. C'est un film qui apporte des bonnes choses, finalement. Oui, 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 tout à fait. C'est vraiment un très bon rôle. Et puis, c'est un très, très bon rôle pour Ed Harris, qui, à cette époque-là, est au summum de sa carrière. Ed Harris, qu'on aime beaucoup. Alors là, on parle d'un film dont on ressort avec le sourire, un grand classique de Truman Show, un film assez humaniste. On va aller complètement dans l'inverse. On va aller dans la noirceur totale, la noirceur la plus profonde humaine. On va dans le cinéma français avec le premier film de Gaspard Noé, Seul contre tous. Alors ça, c'est pour le coup, je l'ai revu vraiment juste avant d'enregistrer le podcast et je me suis dit, j'en avais un souvenir sombre et dur, mais je ne me rappelais pas que c'était à ce point-là. Gaspard Noé, on le connaît, on va en parler plusieurs fois dans le podcast parce que là, c'est vraiment le début de sa carrière. Mais moi, c'est un réalisateur que je trouve, à défaut d'être génial tout le temps, il a des moments il peut créer des chefs-d'œuvre et puis il peut faire des énormes bouses. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il peut tout faire ce type-là. Et donc, Seul contre tous, pour moi, c'est l'un de ses plus grands films avec l'inénarrable Philippe Naon dans le rôle principal. Il joue un boucher. D'ailleurs, je crois que le personnage n'a même pas de nom, il s'appelle Le Boucher. Et donc, c'est un type qui est perpétuellement en voix off et qui a une haine de tout, c'est-à-dire qu'il déteste la société, il se déteste lui, il déteste sa femme, il déteste les gens qui l'entourent, il déteste les Noirs, les Arabes, les Juifs, les femmes, les homos, il déteste tout le monde. C'est vraiment un type, un nihiliste, quoi, un type qui n'aime rien. Et ce type-là, il est au chômage. L'histoire n'est pas très importante finalement, parce qu'on est vraiment dans le cerveau d'un type malade, d'un type dépressif, d'un type qui a la haine, et il va faire des actes inavouables. On va peut-être pas les révéler dans ce podcast, mais je ne me rappelais pas que la fin était aussi noire, parce que même quand il y a une lueur d'espoir à la fin du film, finalement, non, tout s'écroule et on est vraiment dans la noirceur. Donc je trouve que c'est un film incroyable au niveau de ce déchaînement de haine. Je me dis, il devait vraiment être mal, Gaspard Noé. Alors, au contraire, il a eu une bouffée de haine, il a tout mis sur le papier, mais ça va vraiment très très loin dans les profondeurs de l'âme humaine, dans tout ce qu'elle peut avoir de pire. Meryl, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, je me rappelle qu'à l'époque, c'était mon premier Néon et c'était mon premier Noé et que ça avait été Ouais, deux claques. Tu vois, j'avais vu ça sur Canal, je pense, ouais, comme souvent, ou en VHS, je sais plus, mais ça avait vraiment été une tarte parce que personne ne m'avait parlé comme ça, si je peux dire, tu vois, ouais. de manière aussi, je sais pas, frontale, si on peut dire. Parce que tu prends vraiment le film en pleine gueule, c'est. Bon, après, pour l'histoire, du coup, j'ai maté Carne. Alors, je l'ai maté qu'après, hein, mais le mieux, c'est de voir Carne avant parce que comme ça, tu comprends un petit peu plus les enjeux, enfin, pas les enjeux, mais tu comprends un peu mieux l'histoire du film. Oui, parce que Carne est un court-métrage que Gaspard Noé a fait avant Seul contre tous avec le même personnage du boucher. Qu'est-ce qu'il fallait en avoir dans le calbar pour faire un rôle pareil, quoi, tu vois, c'est. Excuse-moi de dire ça comme ça, mais bon, il n'est pas tout seul, hein, parce que tu sais, sa femme, il y a une paire de. Enfin, de toute façon, comme tout le temps chez Noé, hein, il y a des acteurs là-dedans. Oh là là. Eux, ils méritent des vrais Césars, tu vois, franchement. Puis la pauvre, enfin la pauvre, j'allais dire, parce que on a l'impression que c'est tellement filmé cru qu'on a l'impression que c'est des vraies personnes, mais celle qui joue sa fille, donc Blandine Lenoir, elle a quand même des scènes hardcore, quoi. Ouais, C'est ouais. dur, hein. C'est Non, non, dur. mais de toute façon, regarder un film de Noé, c'est dur, quel que soit le film. Ah oui. Mais Après, tu vois, ce qui est fou, c'est qu'on passe pas un bon moment, et oui. pourtant on en ressort en se disant c'était génial. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Bah, si, enfin, il y a le côté voyeurisme, hein, de toute façon, c'est clair Ouais. qu'il doit y avoir quelque chose comme ça, hein. Hmm. De toute façon, la base du cinéma, c'est ça, hein. Tu regardes quand même la vie des autres sur un C'est écran. vrai.
Bon, là, on Bah, en tout regarde. cas, on n'a pas envie de la vivre, celle-là, hein, de Ah vie. ouais, carrément, puis t'as pas envie d'être son pote. Enfin, de toute façon, il en a pas beaucoup de potes, hein, mais Mm. moi, je me faisais la réflexion et je me disais, pour quelqu'un qui passe pour, et c'est vrai hein, d'ailleurs, Noé, pour quelqu'un qui passe pour quelqu'un qui sait pas très bien écrire, je trouvais que là, tu vois, bah, il prouvait que quand il voulait écrire un scénario, il savait écrire, quoi. Puis des Euh, dialogues, parce que les et puis des tirades sont dialogues, quand oui. même durent des fois des 5-6 minutes de dialogue, enfin en tout cas de voix au fil interrompue de ce type qui aime personne, qui est ben, seul contre tous, d'où le titre. Et il y a vraiment des phrases très très bien écrites. Ouais. Et Ça parce que, ressemble, je te coupe juste, ouais, Meryl, vas-y. mais je me suis fait la réflexion en le revoyant, ça ressemble beaucoup. Alors moi j'ai lu ça il y a des années, maintenant je sais que ça ne se dit pas de dire qu'on l'a lu. Ça ressemble à du Céline, tu sais, dans cette espèce de haine de l'âme humaine, de dégoût du genre humain, de voilà, le mec est mal, mais il a envie que les autres soient encore plus mal. Il y a un truc très célinien, quoi. Voilà, bon, c'était un horrible type, on l'a répété 20 000 fois, un facho de première et tout, mais qui savait écrire. Et Noé, qui n'est pas du tout un facho, sait écrire à la hauteur de Céline, je trouve, à certains endroits. Il faut savoir montrer du sale, du morbide, des embrouilles, des vices salauds. Lui, c'est quand tu sais pas, et moi je trouve qu'il y en a pas beaucoup qui savent, tu fais souvent des mauvais films. Ils se te rendent curieux de ça, et c'est ça qui est incroyable. Hein, enfin, voilà, Gaspard Noé, je l'avais déjà dit, donc je vais me répéter, mais c'est le réalisateur qu'on aime détester, ou l'inverse, tu vois, tu vois, mais Hmm. à chaque fois dans ses films, il y a des choses à voir. C'est vraiment un réalisateur qui est vraiment en marche, quoi, qui est à part. Hein. Et d'ailleurs, de toute façon, tu vois, je termine là-dessus, mais ce film, avec ce film, il annonçait un petit peu un cycle qu'il appelait La vie, le viol, la défonce et toute la merde qui va avec. Voilà, tout son esprit est résumé là-dedans, Ben je non, mais pense. voilà, c'est ça, c'est autant conclure comme ça, c'est ouais, ouais. Et puis ce Ouais. sens de l'image, parce que ce type-là qui a quand même fait des... Après, on le verra dans d'autres films dont on parlera hein, dans le podcast, notamment, alors on va pas parler d'Enter the Void, moi qui est un film que je n'aime pas du tout, mais Enter the Void, c'est brillantissime au niveau de la réalisation, et parce que c'est très, voilà, c'est très aérien, ça va dans tous les sens, et voilà. Alors que Seul contre tous, c'est brillant aussi, mais dans un autre sens. On a parlé il y a quelques podcasts de Golden Glove, je trouve que c'est aussi putride, on a l'impression qu'on ressent ce papier par dégueulasse, cette atmosphère de meubles pourris, de tout le monde a l'air glauque, mange mal, boit du mauvais rouge. Enfin bref, tout est sale, quoi. On n'a pas envie de, tu sais, t'as pas envie de mettre un ongle dans cet univers-là, quoi. C'est affreux. Je comprends qu'il soit détesté, mais le cinéma, c'est fait pour découvrir des choses. Alors, c'est pas du tout pareil, mais tu vois, moi, je peux pas saquer Waters parce que je m'emmerde devant ces films. Noé, il a le même morbide, hein, parce que je nie pas qu'il y a du morbide et des choses comme ça chez Waters, mais il a le même, sauf que, enfin, moi, je reste bouche bée devant ce qui est à l'image. On est d'accord. En tout cas, Seul contre tous, on vous le conseille. C'est peut-être le moins connu des films de Noé, parce que alors c'est son premier. Moi, je pense que il est très culte. En plus, il repasse souvent dans des festivals parce que c'est un film qui est culte, mais je pense que plein de gens ne le connaissent pas. Et tu vois, je l'ai fait découvrir à un pote il y a pas longtemps. Il m'a dit, t'es un salopard, parce que il me dit, j'ai adoré, mais putain, ça va me bloquer, quoi. Il me dit la scène de fin avec la fille et tout ça. Il dit, moi, je peux pas, en fait, ça me reste trop en tête. C'est trop glauque pour moi, quoi. Et c'est vrai que c'est un film très glauque. C'est pas à mettre, à montrer à tous les gens, à tous les spectateurs, à toutes les spectatrices, mais bon, c'est à voir. En tout cas, c'est un ton unique, le ton Gaspard Noé, voilà, il n'appartient qu'à lui, et c'est vraiment la révélation d'un grand talent dont on va reparler très bientôt dans notre podcast. Meryl, tout autre registre, alors, tu vois, il y a que dans notre podcast, je pense, où on peut passer de lui à lui. Sixième Seul contre tous de Gaspard Noé, cinquième Grève Party de Fabien Antoniente. Le Énorme. le grand écart est totalement fait. Alors, on a déjà parlé, putain, c'est quand même fou, hein, parce que je m'en suis rendu compte quand j'ai fait la liste, je me suis dit, on a déjà parlé de Fabio Antoniente, qui est quand même un réalisateur qui fait on va dire, de la merde absolue Ah, depuis 20 ans. sois gentil. Premier camping, à la rigueur, j'ai un petit peu de respect, mais le reste, les suites de camping, les turfs, les machins, c'est quand même des films qui, en plus d'un cynisme pas possible, enfin, moi, je déteste. Et ce type-là, je ne sais pas quel a été son changement. On avait parlé de Tom et tout seul, qui pour moi est un film absolument charmant que j'adore, qui est son deuxième film, et donc son troisième film, Grève Party, qui est un film que j'adore aussi. Je me rappelle de t'en avoir parlé au tout début où on s'est rencontrés. Je te disais souvent que c'était un film que j'aimais beaucoup. Donc c'est un film qui se passe à Paris. La France est en grève à ce moment-là. Il y a une grève nationale et donc on suit la vie d'un petit quartier, une vie de quartier quoi. Pendant cette grève-là, alors il y a le libraire qui est joué par Daniel Russo, chez qui tout le monde vient se réfugier pour discuter un petit peu. Il y a Vincent Elbaz qui joue un type qui est complètement dans les vapes, qui joue un scénariste de série télé un peu merdique. Bruno Solo qui est un livreur, si je dis pas de bêtises. Et donc on suit voilà cette vie de quartier. C'est une comédie, hein, on rit pas mal, il y a pas mal de bonnes répliques, mais c'est une comédie, encore une fois, comme Tom et tout seul, où il y a de la tendresse, où il y a de l'observation de la nature humaine, il y a des vrais instants de vie, je trouve qu'il arrive à piocher. Quel dommage, parce que ce type-là avait du talent. Meryl, est-ce que tu aimes Grève Party? Ouais, et je te répondrai en disant Daniel Rousseau. Le film est porté par Daniel Rousseau et bon, il n'y a pas que lui qui est bon, hein, Bruno Solo est excellent là-dedans, celui qui joue le rôle, celui qui se défonce aux Poppers, enfin voilà. Ah ben Il il y est a, incroyable. ouais, il y a Ni- vraiment il y a Bézu Nini aussi. Crépon.
Ah, Et oui, il y a Bézu. Bézu là-dedans. Daniel Rousseau, moi, m'éclate là-dedans. Ah, il est Franchement, incroyable. j'adore ça. Et j'adore ce personnage. À l'époque, je me souviens que j'adorais Daniel Rousseau et puis j'adorais surtout quand il y avait le couple Rousseau-Catherine Jacob. Une paire de phrases de chouettes là-dedans, hein. Les mots, c'est des munitions pour se défendre, Montaigne. Et comment j'ai appelé ma librairie? L'armurerie. C'est quand même un film qui est intéressant, surtout pour les acteurs. Mais bon, voilà, c'est frais, c'est fun. C'est pareil, hein, c'est pas un film qui est adoré non plus, hein, mais moi, je trouve Non, que c'est un pas très du bon film. tout. Je suis d'accord. En plus, alors on n'a pas cité le reste du casting, mais dans des petits rôles, hein, il y a Micheline Prel, Ouais. l'immense Micheline Prel qui est toujours en vie d'ailleurs, qui vient d'avoir 100 ans. J'ai appris ça il y a pas longtemps. Or Attica, voilà, qui joue la nana de Bruno Solo. Camille Japy, qui est une actrice que moi j'aime beaucoup, qui faisait partie des films français de cette époque-là et qui a un peu disparu. Abès Zamani, hein, qui joue le barman du bar d'à côté avec qui Daniel Russo est toujours en conflit et qui était l'épicier dans La vie est un long fleuve tranquille. Il y a même un petit rôle de Patrick Bosso. Voilà, tu l'as dit, Patrick Bosso. Il y a Bézu. Valérie Bonneton qui débutait à l'époque, Jean-François Gallotte, enfin voilà des acteurs qu'on verra pas mal dans plein de films français. Et moi je trouve que c'est un film ultra charmant. C'est scénarisé conjointement par Otoniente et Bruno Solo. Et c'est un film qui a fait un bide, hein. À l'époque il est sorti dans l'indifférence totale. Mais je me rappelle que les critiques pourtant avaient un peu poussé. Ils avaient dit que c'était un film qui avait plein de charme, plein de vie et tout ça machin. Et je pense que maintenant qu'Otoniente est devenu le parangon du cinéma pourri français, on a tendance comment dire, à mettre sous cloche ces films réussis de début de carrière, donc Grève Party et Tom est tout seul, c'est très dommage. Et je vais conclure, Meryl, sur ce film avec une scène que je trouve absolument bouleversante. Moi, c'est une scène que j'adore. C'est Daniel Russo qui est en train de se rappeler ses souvenirs de jeunesse où il est dans les années 70. Et il y a la chanson de Léo Ferré, Quartier Latin, qui part à ce moment-là et on voit Daniel Russo qui plonge dans ses souvenirs. C'est une scène qui me fait toujours, qui me fout toujours la larmichette. On va écouter le petit morceau de Léo Ferré puis on va passer au film suivant. Cette frangine qui vendait sa bohème et ce spleen qui traînait dans sa traîne. J'avais rien, ni regret, ni principe. Numéro 4, Meryl, on reste dans le cinéma français. On reste dans un univers bien particulier, hein. On était dans Seul contre tous, ça n'a rien à voir, hein, parce que Gaspard Noé et Guillaume Niclou n'ont pas grand-chose à voir, mais il y a un point commun quand même, c'est que Guillaume Niclou, le réalisateur du Poulpe, jouait un petit rôle de boucher dans Seul contre tous. Il y a un petit lien quand même, malgré tout. Et donc, Le Poulpe est numéro 4. Moi, c'est un film que j'ai adoré dès la sortie. Je l'avais vu en VHS et j'avais adoré. J'avais trouvé qu'il y avait un ton pas possible, une espèce de langue qu'il n'y a pas d'habitude dans les films français. Alors, c'est adapté d'une série de bouquins, hein, qui a été écrite par Jean-Bernard Pouy. D'ailleurs, il a co-scénarisé avec Guillaume Niclou et Patrick Rénal. Et donc, c'est un héros de roman. C'est un espèce de détective privé qui s'appelle Le Poulpe, qui est joué par Jean-Pierre Daroussin et qui est un détective privé qui on a l'impression qu'il s'en branle de tout. Il a l'air complètement imperméable à tout ce qui l'entoure. Il a une sublime nana qui est Clotilde Courreau qui le suit partout. Il s'en branle un peu. Il a une enquête avec des morts. Il est dessus, mais il s'en branle un peu. Il va boire des coups de temps en temps. Il écoute les gens parler. Enfin bref, on a l'impression que c'est un type qui passe la vie comme un ectoplasme et en même temps, c'est un type qui se bagarre. C'est un type qui est assez brillant dans ses enquêtes. Bref, c'est un personnage très atypique, une espèce de croisement entre un Humphrey Bogart et je sais pas, une espèce de droupie. Et Jean-Pierre Daroussin est excellentissime dans ce film. Moi, j'ai un seul regret, c'est qu'à l'époque, Le Poulpe est sorti au cinéma. Il avait été plutôt bien poussé par les journalistes et il avait eu, on va pas dire un succès, mais ça avait fait un petit succès. Ils avaient annoncé des suites. Il n'y a jamais eu de suite. Je suis très déçu parce que Le Poulpe, moi, j'ai adoré. Bon, ça reste un opus du Poulpe et c'est très bien comme ça. D'ailleurs, les bouquins et les BD continuent, hein. La série du Poulpe continue toujours. Moi, j'adore. Je trouve que c'est drôle. Je trouve que c'est cynique. Je trouve que il y a une vraie ambiance dans cette ville de bord de mer. On doit être vers Le Havre, quelque chose comme ça. Il y a une vraie ambiance glauque avec que des personnages chelous. Le Poulpe est un film monde. Il y a une espèce de monde dans Le Poulpe que j'adore. Meryl, dis-nous tout. C'est le rôle de Daroussin. C'est l'un des rôles parce qu'il en a d'autres quand même. Ouais, mais c'est le rôle où il tient l'affiche. Ça, Ouais, c'est rare il quand est même. génial. Et puis en plus, tu as raison de le dire, il est parfait pour le rôle. Moi, j'adore Ouais. cette façon qu'il a de dire n'importe quoi, lui. Toutes les 10 Mm. minutes, quand un mec fait un Ouais. truc qui lui plaît pas ou il se fout, hein, il est pas. Et puis, mais ça, un régal de phrases bien balancées, ce truc-là. Oh là là, tu m'étonnes. Bref, vous faites quoi comme métier? Attaché de presse. C'est un métier de fille, ça, non? Je sais, mais j'ai gardé le même boulot après l'opération. À chaque fois, il leur répond, il leur renvoie dans la gueule. En arrivant, Mm. il était nul en muscadet, mais depuis, il faut reconnaître qu'il bosse dur, l'animal. Ouais, Ah mais ouais, c'est excellent. Bah, c'est tous les bien. dialogues sont ouf, hein. Ah ouais, non, mais franchement, ouais. Et puis le trio, enfin le duo et le trio d'acteurs fonctionnent très très bien. Puis il y a des super scènes de nuit. Il y a vraiment des plans sur les quais enfin, que je trouve super bien faits, tu vois, des plans de Ouais. nuit comme ça. Disons qu'il y a des scènes où on sent que ça a été un peu charcuté, tu vois, ou placé à la va-vite et que du coup ça fait un peu, comme on dit, téléphoner, ou tu vois. La scène de la plage que moi j'apprécie beaucoup, mais je trouve qu'elle va 10 fois trop vite, par exemple.
des petits coups d'accélérateur qui sont un peu bizarres, mais moi je dirais pas charcuté, je dirais qu'il a voulu donner un style. D'ailleurs, tu sais, le générique de fin est très étonnant avec on voit tous les personnages un peu sous forme de BD avec la musique d'Aphex Twin. Il y a un vrai style entre la BD et le roman, quoi, dans ce film-là. Mais je sais pas comment dire, mais en tout cas, moi, tu vois, c'est un des rares films où des fois j'y pense et j'ai l'impression d'être allé dans ce bled-là. Enfin, je sais pas comment le Ouais. dire, mais j'ai l'impression qu'il a vraiment créé un univers, un monde autour de ce personnage du poulpe avec tous ces tarés dans des bars. On croise des fachos, on croise des beaufs, des pauvres types, enfin, c'est vraiment, c'est une France presque fantasmée, mais finalement, c'est un peu un ramassis de clichés, mais les clichés existent et je trouve qu'il y a plein de personnages dans ce film-là qui existent dans la vraie vie. Bah, il y a notre Philippe Naon dont on vient de parler dans Seul contre tous, qui joue le patron de bar, où tu sais, Darboussin va le voir et lui dit la cuvette est pleine de bouillon, puis personne ne comprend. Enfin, ça, c'est quand même génial. Il y a Yves Verhoeven, qui était dans la classe de neige dont on a Ouais, parlé ouais. tout à l'heure, qui là joue l'un de ses habituels rôles de taré psychopathe. Il est incroyable. Il fait Il y a tellement bien. Bruno Locher qui joue le gendarme. Enfin, oui, il y a des gueules. Et puis, il y a Clotilde Courreau qui est, tu Ouais. sais, je crois qu'on est un peu fans tous les deux, mais elle est Ouais. incroyable. Daroussin, c'est un acteur qu'on adore tous les deux pour plein de films. Et bah voilà, là, on lui offre un premier rôle et tu sens qu'il se fait plaisir. Moi, je trouve que le film est un vrai petit régal. Et en plus, il y a du Horace Andy dans un film français. Et ça, franchement, faut le souligner, parce que ça arrive pas souvent. On a peu parlé de Guillaume Niclou. Il avait fait quelques films avant qui ont complètement disparu de la circulation, qui sont même invisibles. Son premier vrai film vu par du public, c'est Le Poulpe. Et moi, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, qui va un peu après se spécialiser dans le polar. On va y revenir sur deux, trois films de lui. Moi, c'est vraiment un mec, je trouve, qui a un univers qui est dans la noirceur absolue, mais qui met toujours un zeste de comédie un peu décalé, une espèce de second degré, qui est des fois malvenu, des fois bienvenu. En tout cas, c'est un vrai type qui a un univers. Moi, j'avais été l'écouter, je me rappelle, dans une conférence où il parlait de son métier, et c'est un mec à part. Il est même à part dans son discours, il est complètement en dehors des clous, il est pas du tout dans le monde du cinéma, dans le septième art, dans machin. Et moi, c'est un mec que j'aime beaucoup, donc on en reparlera souvent. C'est un réalisateur très intéressant. Numéro 3, Meryl. Alors là, on peut pas faire plus culte, plus célèbre, plus grand. On va faire court, hein, parce que c'est un film que je pense que tout le monde a vu minimum une fois. C'est Titanic, Meryl, troisième de ce top 1998, un film de James Cameron avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, l'un des plus gros succès de tous les temps. En tout cas, à l'époque, c'était devenu le plus gros succès de tous les temps. Ça a été dépassé depuis par Avatar, du même James Cameron. Mais en tout cas, Titanic, voilà, moi, ça reste, je vais dire une banalité, une lapalissade, un chef-d'œuvre. C'est vraiment quand le grand spectacle est au service du cinéma, quoi. C'est-à-dire que tout est absolument génial, la réalisation est géniale, les acteurs sont sublimes, le rythme, ça dure 3 heures et quart, on a l'impression que ça défile. C'est une claque visuelle, les scènes justement où le Titanic percute l'iceberg et ensuite tout ce qui s'ensuit. Moi, je me rappelle, j'avais vu ça au cinéma, mais j'étais soufflé. Je m'étais dit, mais j'ai jamais vu ça. On avait l'impression que ça avait été fait pour de vrai sur le plateau. Il n'y avait pas encore cette farandole d'effets numériques qui vont me gâcher le cinéma de James Cameron après avec Avatar que je trouve regardable. Mais en tout cas, voilà, Titanic pour moi c'est vraiment le chef-d'œuvre du grand cinéma hollywoodien, le grand classique. Alors je l'ai pas mis premier, j'aurais pu le mettre premier, mais en fait j'ai mis encore une fois dans les deux premières places des films qui me touchent un peu plus, qui sont un peu plus personnels. Mais c'est vrai que Titanic c'est un film génialissime. On va pas faire 10 minutes. Meryl, je suppose que tu valides. Tu peux même pas dire que t'aimes bien ou que t'aimes pas bien Titanic de toute façon, parce que forcément il y a tellement de qualité dans le film. Je sais pas, à l'époque de toute façon, James Cameron rules, c'est clair qu'on peut le dire. Et puis depuis Terminator, que tu aimes ou que tu n'aimes pas son travail, le mec fait avancer les effets spéciaux au cinéma, tout simplement. Ouais. Et il y a aucun autre cinéaste. Moi, c'est pas mon réalisateur préféré, mais il y a aucun autre cinéaste qui peut se targuer d'avoir fait ça, qui peut se targuer de faire à chaque fois le film le plus cher, qui en plus rapporte à chaque fois le plus de pognon. Bon voilà. Moi, c'est pas pour ça que j'aime James Cameron, mais bon, qui aura fait ça? Donc, tu vois, je le redis, à l'époque et même encore aujourd'hui, James Cameron est limite un dieu du cinéma. Sorti de là, ben oui, bien sûr, c'est grandiose, bien sûr que c'est impressionnant, bien sûr qu'on n'avait encore jamais vu ça avant, mais comme c'est le cas à chaque fois quand Terminator 2 sortait, quand Terminator était sorti. Après, en revoyant le truc, à l'époque, c'était super, hein, même si je trouvais le film un peu long, mais c'était super. Mais là, voilà, je pense qu'il aurait pu faire un film plus court. Je suis un peu comme toi, je pense, et puis un peu comme tout le monde. Moi, j'aime surtout quand il commence à taper l'iceberg, hein, tu vois, et puis même après, quand ça commence à bouger un petit peu, quoi.
Après, le film est grandiose dans son entièreté, il n'y a pas de problème. Sans parler de DiCaprio, de Kate Winslet, voilà, tout le monde est excellent. Il y a Billy Zane qui est excellent là-dedans. Eh oui, Hein, en méchant. exactement, et il en a fait, lui, des rôles comme ça où on ne sait pas trop que c'est lui, mais franchement, il est parfait dans le rôle. J'ai pas noté son nom, mais le mec qui est avec lui aussi est très bien. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise d'un film qui a fait l'unanimité plus que ça, hein, Oui, c'est comme il n'y a tu rien dis, à en dire. le mec vient de faire autant n'importe le vent, quoi. Tu vois, c'est le même truc, quoi. Tu vois, c'est un truc qui a tout rasé. Enfin, voilà, c'est un raz-de-marée. Et puis, voilà. Ce qui me trouve tout le temps le cul, c'est que je me dis que le mec était routier. Tu vois. James Cameron était routier? Ouais, James Cameron était routier. Ouais. Après, il a Ah, été je... bossé un peu chez Corman. Et puis, après, il a fait Terminator. Au moment où Terminator allait sortir, on en avait parlé, mais il avait rencontré des mecs des pontes de la Brandywine qui leur avaient dit, bah, écoute, mon pote, si jamais ton Terminator, il fonctionne, c'est toi qui va qui va faire le prochain Alien. Mais en attendant, tu m'écris le Rambo 2. Donc, tu vois, Ouais. et le mec était routier. Bah ouais, James Cameron, bah, qu'est-ce que tu veux qu'on dise sur James Cameron? Que dire sur Titanic? De toute façon, voilà, c'est un film absolument parfait, un chef-d'œuvre, un grand film, tout simplement. Une faute de goût, pour moi, Meryl, à ton avis, chanson de Céline Dion. Ouais, peut-être, mais je suis d'accord si jamais tu reconnais que Whitney Houston n'était pas une faute de goût sur Bodyguard, alors que le film n'est pas terrible, hein, et carrément pas aussi bien que Titanic, quoi, tu vois, mais Bah, Bodyguard, c'est l'inverse, le film est un navet, et tout ouais, ce qui le rend bien, c'est Whitney Houston. Bon. exactement. Ouais. Meryl, on va passer, alors, le trio de tête, hein, Titanic en troisième. Les deux premières places sont également scrutées par des films que tout le monde a vus, que tout le monde connaît par cœur. Donc, voilà, on n'est pas obligé de s'étendre 15 ans, mais on va rappeler l'amour qu'on a pour ces films. Deuxième, The Big Lebowski des frères Cohen. Encore une fois, c'est comme Titanic, que dire sur The Big Lebowski qui n'a pas été dit? Enfin, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Et effectivement, c'est un film culte dans tout ce que ça peut avoir de pur dans le sens du terme. C'est-à-dire que c'est un film qui sort de nulle part et qui arrive à créer un univers, un monde autour de son personnage principal, autour de son intrigue, autour de sa BO. Enfin bref, c'est un film absolument génial. C'est l'un des chefs-d'œuvre des frères Cohen qui en ont plusieurs à leur actif. Et donc voilà l'histoire du Dude, voilà de Jeff Bridges qui joue le Dude, Jeff Lebowski qui est un type qui pense qu'à fumer des joints et à boire des Russes blancs, qui se retrouve pris dans une intrigue rocambolesque, voilà, qui mène presque vers nulle part. On comprend même pas le sens de l'intrigue, mais on s'en branle. Il y a des personnages qui vont dans tous les sens. Il y a des Steve Buscemi, il y a du John Turturro, il y a du Philip Seymour Hoffman, de la Julianne Moore, du John Goodman. Tout le monde est incroyable. Ça parle de bowling, ça parle de fêtes qui n'en finissent à pas d'heure, ça parle d'un mec qui se brûle avec sa clope dans la bagnole, ça parle d'un mec qui se fait pisser sur un tapis. Tout ça est irrésumable si vous ne l'avez pas vu. Mais en tout cas, si vous l'avez vu, vous le savez, c'est un chef-d'œuvre. Que dire sur Big Lebowski, Meryl? Le film n'a pas marché du tout aux États-Unis, en tout cas. Il n'était pas du tout ce qu'il est devenu maintenant, c'est-à-dire un truc énorme avec un festival, du merchandising. Enfin, Ouais. voilà, c'est vraiment devenu un peu comme Retour vers le futur, comme un Star Wars ou un truc comme ça, en toute proportion gardée. Mais comme tu as dit, c'est devenu voilà un film culte. Les frères Cohen le disent eux-mêmes, ça leur est même maintenant limite, ça leur appartient plus parce que c'est rentré, c'est plus que rentré dans la pop culture. Hein, tu vois, c'est devenu, enfin je sais pas, le Big Lebowski. On en parlera, je prends des risques, hein, mais on en parlera encore dans 150 ans si on est encore là, tu vois, peut-être. Sûrement, C'est le roi du sûrement. cool, c'est le roi du cool, quoi. Voilà, moi ce que je veux dire, c'est que j'aime tout le film. Le film me fait mourir de rire, avec les acteurs sont géniaux, mais allez, il y a deux scènes qui sont pas extraordinaires, mais moi j'adore. C'est la scène quand ils viennent de défoncer la bagnole qui n'appartenait pas aux gamins, et du coup ils repartent en voiture, ils ont le pare-brise, tu sais, explosé, en train de manger les burgers qu'ils sont allés chercher, mais comment le Jude n'en mange pas parce qu'il est dégoûté, c'est sa bagnole quand même qu'on a Mm. explosé, et tout ça sur la musique d'Oye Komova, qui est une musique sombre. Cette scène, c'est une de mes 10 scènes. Cette scène, tu sais, ils sont dans la fête donnée par Ben Gazzara, là, et puis qui vont sur la plage avec les cracheurs de feu et tout. Elle Ouais. est incroyable aussi, cette scène. Et puis, comment finir sur The Big Lebowski? Parce qu'on va finir, hein. Franchement, regardez-le si vous ne l'avez pas vu, mais si vous l'avez vu, vous le savez, hein, c'est un chef-d'œuvre. Pareil, tu vois, ça fait partie des films. J'ai entendu personne me dire, j'ai détesté Big Lebowski, quoi. Ouais, ouais, carrément. Comment ne pas aimer ce film? C'est absolument génial. Même, enfin, le côté comique, absurde, délirant du film, réunit les gens. Ça, c'est quand même le génie des Cohen, parce que ça aurait pu, mettre, tu sais, on va dire les stoners ensemble, c'est-à-dire les fumeurs de joints, et il serait dit, c'est un film qu'on adore, mais non, là, ça réunit tout le monde. Moi, je l'ai vu avec mon père qui avait adoré. Enfin, d'ailleurs, un petit mot sur Jeff Bridges, c'est le rôle de sa vie, hein, clairement, c'est Ah oui. un acteur qu'on adore, mais là-dedans, il est tellement incroyable. On a l'impression de voir un vrai gars, quoi. Il est vraiment extraordinaire. Et pour finir, cette année 1998, Meryl, le numéro 1. I play the street life because there's no place I can go. Street life.
un film, un chef-d'œuvre. Je sais que tu l'adores aussi, mais il n'y a pas de suspense parce qu'on en a parlé bien avant le podcast et que tout le monde adore également ce film. Ah, quoique, on va commencer avant même de citer le nom par la musique de la scène d'introduction. Bien vu, bien vu. I was the third brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was alright. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Voilà, une musique extraordinaire pour un film extraordinaire. Alors, Dieu sait qu'on adore Quentin Tarantino tous les deux, Meryl, mais Jackie Brown, moi, ça a toujours été mon petit préféré. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est celui que je mets au numéro 1. Alors, il y a Pulp Fiction, il y a Reservoir Dogs, il y a ceux qui vont arriver après que j'adore, j'érige comme des chefs-d'œuvre, tous les uns autant que les autres, mais Jackie Brown, c'est c'est mon petit préféré. C'est un peu tu sais, on dirait le fils qui est un peu moins beau que les autres. T'as 3 enfants, il y en a un peu moins beau, mais je sais pas, tu le préfères, quoi. Il est plus sympa, il est plus rond, il te parle plus, t'as plus les mêmes passions que lui. Moi, c'est un film que j'adore cet hommage à tout le pan du cinéma des années 70, la Blaxploitation, cette figure de Pam Grier qui joue Jackie Brown au milieu, qui est extraordinaire de charisme. Un mot sur l'intrigue, Meryl, même si l'intrigue est très nébuleuse, est-ce que tu veux peut-être rappeler un peu le pitch? Une hôtesse de l'air qui se retrouve dans la merde parce qu'elle a essayé de passer de la drogue et du coup elle se met à travailler pour les douanes américaines pour faire tomber un espèce de dealer un vendeur d'armes qui est en train d'essayer de rapatrier, qui lui demande de rapatrier un véritable magot du Mexique, je crois. C'est assez bien résumé. Alors là, c'est l'intrigue vraiment de base. Ensuite, il y a plein de personnages Oui. qui vont graviter autour de cet univers. Je rappelle quand même le casting: Pam Grier, Samuel Jackson, Bridget Fonda, Robert Foster, Michael Keaton, Robert De Niro, Chris Tucker. Qui d'autre on pourrait citer? Tommy Lister Jr., qui est cet acteur un peu impressionnant qu'on voit dans pas mal de trucs. Sid Haig aussi, qu'on voit dans des films de Rob Zombie. C'est un film, encore une fois, j'ai beaucoup utilisé cette expression aujourd'hui, mais un film monde où on a l'impression qu'il y a une société en fait qui vit à l'intérieur de ce film-là et tout est raccord, les couleurs, les personnages, les dialogues, tout est parfait. Il y a une ambiance incroyable. Moi, je me rappelle de la première fois où j'ai découvert ça. Alors, j'ai pas eu la chance de le voir au cinéma, malheureusement. Je pense que je sais pas pourquoi, je suis passé à côté au cinéma. Je l'ai vu en vidéo et je m'étais dit, waouh, putain, le mec, ça fait son 3e film. Ça fait 3 fois que je trouve ça incroyable. Donc, c'était devenu tout de suite l'un de mes réalisateurs préférés dès Reservoir Dogs. Mais avec Pulp Fiction et Jackie Brown, tu te dis, mais le mec, où va s'arrêter ce mec-là? Bon, il s'arrêtera pas parce qu'il va faire encore des chefs-d'œuvre derrière, mais Jackie Brown, c'est absolument parfait. Puis alors, la BO, on pourrait mettre toute la BO dans notre podcast, on pourrait mettre des extraits de chaque morceau, tellement c'est parfait. Bref, je ne sais que dire, Meryl. Vas-y, crie-moi ton amour pour Jackie Brown. Je sais pas si Tarantino est mon réalisateur préféré, mais je pense que c'est le meilleur. Tu vois, c'est ça en fait. Ouais, Ça fait ouais, pas de ouais. lui le meilleur, le plus adulé, le plus aimé, mais je pense que c'est le meilleur. Déjà, c'est le meilleur pour mettre en musique des images. Je connais personne d'autre qui sache sélectionner des morceaux qui en plus viennent de nulle part hein, par moment dans ses BO. Et des trucs parfois improbables. Hein, pense à la scène de danse de Pulp ou des trucs comme ça. Enfin voilà. Quentin Tarantino a un don, putain de geek qui a accumulé une putain de culture et du coup je sais pas, il a des automatismes, il a des visions et il te fait des films, comme tu l'as dit, il te fait des films parfaits. Jackie Brown, c'est certainement son film qui se rapprocherait un petit peu le plus d'Once Upon a Time, tu vois. Et de Oui. cette conclusion qu'on avait en se disant, je pense que si le prochain film de Tarantino, c'est lui qui fait un film avec ses vacances, je pense que je courrai le voir quand même parce que je passerai quand même un excellent moment, tellement ce sera beau à voir et à écouter. Et il a tellement aussi remis des stars déchues dans le game. Là, bon, là, c'est pas Pam Grier. Hier, c'était John Travolta. Enfin, je sais pas. C'est quelqu'un qui est tellement bon qu'on ne sait pas trop définir en quoi il est bon, en fait, tellement il est au-dessus du game. Et il a eu besoin de personne pour réinventer son cinéma, lui tout seul, quoi. Je sais pas trop comment dire, mais bon. Après, bon, voilà, j'arrête pas de dire des trucs qui veulent rien dire, mais Non, non, mais c'est juste ce que tu dis, parce que je complète un peu ce que tu dis. Moi, tu vois, j'ai rematé Once Upon a Time in Hollywood avec mon père qui l'avait jamais vu, donc on l'a regardé il y a quelques jours là. Et je sais pas comment il fait, ce réalisateur-là. À chaque fois, je suis un peu sur le cul, parce que dès, on va dire, les 2 premières minutes, t'as envie, quoi qu'il arrive, de suivre le truc. T'as envie d'être dedans. Tu sais que ça va être trop bien. Tu sais que t'es dans un espèce de fauteuil hyper agréable où tu te dis, ah putain, là c'est parfait. Je sais que il va pas m'emmener dans des endroits qui me plaisent pas. Il va aller que dans des bons trucs. Il va faire bien jouer les acteurs. La musique va être top. L'intrigue va me plaire. Je ne sais pas comment il fait. Il arrive à t'accrocher. En plus, ses films sont très longs. Jackie Brown, il fait 2h30. Tu t'ennuies pas une seconde. T'as envie enfin, tout est intéressant. Même, tu vois, par exemple, cette faculté qu'il a, Jackie Brown, tu vois, la typographie de l'affiche est années 70. Les acteurs résonnent années 70. La musique résonne années 70. Et pourtant, c'est un film
ultra contemporain, mais il arrive à t'imbriquer ses obsessions de sa jeunesse dans un film contemporain. Je sais pas comment il fait. Il arrive à te créer des univers. C'est un créateur de monde, un créateur d'univers. Il est absolument brillant, quoi. Exactement, c'est vrai, c'est exactement ça. Après, je reviens là-dessus, mais je parlais de Pam Grier, mais il faut aussi parler un petit peu de Robert Foster, parce que Oh là l'acteur, là, il est génial là-dedans, alors que, incroyable. donc tu en parleras mieux que moi, parce que moi, c'est un acteur que je me souviens seulement d'avoir vu dans Delta Force. J'ai un peu honte. Bah, il a tourné quantité de navets, hein, Robert Foster. C'est un acteur de série B voire Z, hein. Ouais, ouais, voilà. Mais bon, il est génial et il le ressort comme. C'est quand même incroyable de se dire. Bon, c'est certainement pas le seul, mais c'est quand même incroyable de se dire que le mec a vu tellement de films et a accumulé tellement de trucs que il a des acteurs fétiches qui sont même plus bankable depuis très longtemps et il écrit pour eux et il les fait jouer, il les impose au studio et il fait des cartons avec ça. C'est un mec qui réussit tout, quoi. C'est incroyable. Un petit mot sur Samuel Jackson, voilà, qui est dans son Ouais, rôle de mafieux avec son petit catogan pourri. Il est incroyable parce que, pareil, encore une fois, c'est un personnage qui est très menaçant, qui fait un peu flipper, mais en même temps qui est un loser fini, qui est un ringard fini. Enfin bref, il arrive toujours à mêler aussi une espèce de fascination pour la loose, mais il arrive à glorifier la loose. Je sais pas comment il fait ça, mais il arrive à te faire de personnages très banals, voire médiocres, des héros de cinéma. Ça, c'est quand même très fort. Un mot sur Robert De Niro, qui est dans son rôle de Louis ouais. Gara, avec cette moustache, cette barbe mal rasée, ses cheveux un peu en arrière. Qui a fait jouer Robert De Niro comme ça? Il n'y en a pas beaucoup, hein, franchement, alors que Robert De Niro, il a tout joué, mais ce rôle-là, il l'avait jamais eu, quoi, et Tarantino lui donne. Non, mais tu sais quoi? Moi, ce que je me dis surtout, comment il a fait pour que De Niro accepte? C'est ça que je me dis. Je ne vais même pas m'aventurer, je suis pas dans la tête de De Niro, mais il n'a pas trop de plus-value dans la carrière d'un De Niro, tu vois. C'est pour Ça... tourner sous Oui, sous bien la sûr. coupe d'un réalisateur aussi brillant, quoi. Bien sûr, mais on parle de Robert De Niro, qu'est-ce qu'il en a qu'à... Enfin bon, après non, j'exagère, hein, c'est quand même Quentin Tarantino, et puis voilà, il a déjà fait Pulp Fiction, mais à l'époque tout le monde se bouscule pour tourner avec lui, mais il te fout dans un rôle qui en plus collait pas spécialement à la tronche de De Niro, hein, d'ailleurs, hein, parce que c'est un peu un rôle de paumé, un peu con, hein, d'ailleurs, faut dire, qui sort de tôle. Est-ce que tu sais pour qui a été écrit ce rôle par Tarantino? Non. Alors, il l'a écrit spécifiquement pour un acteur qui lui a donné son aval, un peu comme il avait fait pour Warren Beatty dans Kill Bill. Tu sais, il avait écrit le rôle de Bill pour Warren Beatty qui a Ah oui. refusé, et donc il l'a filé à David Carradine. Et ben, pour le rôle de Louis Gara, c'était Stallone. Tarantino est fou de Stallone, il a essayé de le caser dans tous ses films, et Stallone refuse à chaque fois. C'est Stallone, il a cette espèce de truc de je ne veux pas jouer dans des films où je ne maîtrise pas tout. Donc, comme Tarantino, lui, il dit, vous venez et vous obéissez, point barre, parce que je sais ce que je vaux. Eh ben, Stallone n'a jamais pu tourner la coupe de grands réalisateurs, ce qui est très dommage, hein. Il aurait pu tourner avec des De Palma, des Tarantino, enfin des mecs brillants comme ça, et il ne l'a jamais fait. Donc bah voilà, De Niro, lui, il a peut-être un peu moins d'ego mal placé, je sais pas, peut-être plus de recul sur lui-même justement, et du coup, il va vers du Tarantino. Et ce qui est dommage avec Stallone, c'est qu'à chaque interview, il dit ah j'aurais dû le faire. Bah oui, t'aurais dû le faire, bien évidemment, il aurait été incroyable. De Niro est incroyable, hein, mais bon voilà. Ouais, je suis pas sûr de Stallone par contre, tu vois. Moi, je pense plus que, et d'ailleurs, il a bien raison, il veut pas s'aventurer. Alors, certes, c'est parce qu'il a ce besoin de contrôle, mais c'est aussi parce que, alors, excuse-moi de parler comme ça, hein, j'adore Stallone, hein, mais c'est un peu dans la cour des grands, quoi, tu vois. On parle pas de la même chose, hein, Ah, pour moi, c'est l'un des plus grands, Stallone. c'est nul, hein, ça se trouve, ils vont finir par faire un film ensemble et Stallone sera génial, mais le plus grand fait d'armes de Stallone, on vient d'en parler, hein, là maintenant, il en est réduit à faire des. Bon, alors, le Rambo, on en a parlé il y a pas longtemps, mais des Expandables ou des trucs comme ça, tu vois, c'est quand même pas la même carrière. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je suis d'accord hein, pour la curiosité. Moi aussi, j'aimerais bien voir Stallone dirigé par Tarantino, mais je suis sûr que Stallone, il y va pas parce que il sait que c'est pas dans ses cordes, si je peux parler comme ça, hein. Bah, en tout cas, j'aurais adoré voir, tu vois, Stallone dans un rôle d'espèce de patate de divan qui bouge pas d'un canapé à regarder la télé amorphe. Hmm. Enfin, ça m'aurait fait marrer de voir ça, mais bon, en tout cas, De Niro Ouais, je suis est d'accord. génialissime. Et alors, tu disais dans ton top 10 qu'il y avait une scène de Big Lebowski. Moi, dans mon top 10, il y a une scène de Jackie Brown. C'est une scène que je trouve absolument incroyable. Elle me fout des frissons à chaque fois. C'est cette scène où, tu sais, Robert Foster va chercher Pam Grier qui sort de prison, justement. Il l'attend derrière les barreaux. Il y a une musique. Ouais. Et là, je trouve ça extraordinaire. C'est d'un romantisme. Il y a un coup de foudre, en fait, en tout cas, lui tombe amoureux instantanément de cette femme qu'il voit sortir. Et donc, on va écouter ce morceau parce que je le trouve magnifique. Why do I keep my mind on you all the time? And I don't even know you. Il y a plein de scènes, bien sûr, hein, qui sont géniales là-dedans. Moi, il y a une scène que j'adore, c'est celle, tu sais, où Sam Jackson va chercher le gamin qui est sorti, qui l'a fait de sortir de tôle et qui a pas parlé, et qui le fout dans son coffre, qui lui fait faire le tour du quartier et qui le bute.
en lui disant Beaumont. que, voilà, ouais, Beaumont. Beaumont, Dieu, ouais, Beaumont, pas Joss Beaumont, hein, par contre, hein, c'est pas, Non, c'est pas c'est le- pas de chose, Beaumont. voilà, non, non, il y a quand même une paire de scènes qui sont incroyables. Pam Grier est magnifique dans ce film. Tu vois, Oh là là, elle est elle est incroyable. incroyable. On est comme Robert Foster dans ce film face à Pam Grier. C'est pareil, quoi. Elle étouffe tout le monde de charisme, elle, Ah, elle t'écrase, quoi, dès qu'elle te regarde. ouais, ouais. Et après, par contre, Michael Keaton. Michael Keaton est un acteur que j'adore. Il est capable de tout faire, ce mec-là. Et il est génial dans le rôle. J'adore le nom de son personnage, Ray Nicolette. J'adore ce Ray nom. Nicolette, ouais, c'est vrai. D'ailleurs, c'est adapté, alors Jackie Brown, on va le rappeler, c'est adapté de bouquin de Elmore Leonard, hein, qui est un écrivain qui a été très, très, très adapté au cinéma. Mais c'est vrai que quand on lit Elmore Leonard, il a été adapté notamment par Soderbergh pour Hors d'atteinte. Là, Tarantino, en fait, il prend le bouquin et il en fait complètement autre chose, hein. Il prend deux, trois par-ci par-là. Et c'est vrai que je pense qu'il est plus brillant qu'Elmore Leonard. Elmore Leonard, à la base, c'est un écrivain de, tu vois, de petite série B, quoi, de bouquins, de romans de gare un petit peu. Alors, il doit avoir un certain talent pour imbriquer des intrigues. Et Tarantino, c'est un génie, quoi. Moi, je sais que j'ai parfois du mal avec ce terme de génie et tout, mais quand tu regardes la filmo de Tarantino, tu te dis, pouah, qui arrive derrière, qui arrive devant, quoi. C'est pas possible, en fait. Il est hors catégorie. Il est Sur- incroyable. Et surtout avec des histoires pareilles, parce qu'il faut voir ce qu'il raconte dans ses films, quoi. Tu vois, enfin, Pulp Fiction, c'est quand même l'un des rares à braquer la caméra sur des moments, je sais pas moi, entre voyous, dont n'importe quel autre réalisateur en a rien à foutre. Lui, il te fait des véritables discussions, comme dans Reservoir Dog, avec la discussion autour de la chanson de Madonna, et il t'écrit des dialogues, mais qui te restent à jamais dans la tête, tellement ils sont soit fun, soit un peu badass, soit mais géniaux. Il est au-dessus de tout le monde. On va conclure cette année 98 en le rappelant. Donc, Jackie Brown est un véritable chef-d'œuvre. Il arrive numéro 1 de ce top. Big Lebowski, qui arrive deuxième, est un vrai chef-d'œuvre également. Titanic, numéro 3, est un chef-d'œuvre. Autant dire que cette année 98, elle était quand même costaud, hein. Alors après, on peut peut-être moins parler de chef-d'œuvre, mais en tout cas, moi, c'est des films que j'adore, que je mets très très haut dans mes goûts. Le Poulpe de Guillaume Niclou, qui arrive quatrième. Grève partie de Fabien Antoniente. Bizarre de le dire, mais en tout cas, il arrive cinquième. Une très belle comédie française. Seul contre tous, le premier film de Gaspard Noé, une véritable claque, un choc, arrive sixième. Et Truman Show de Peter Weir, un grand classique du cinéma américain, septième. Tu avais voulu parler de Las Vegas Parano de Terry Gilliam, et puis dans les films à voir, alors là, c'est des films qui ont fait un peu plus controverse entre nous. La classe de neige de Claude Miller, Will Hunting de Gus Van Sant, The Ice Storm de Ang Lee, Vampire de John Carpenter et Jeanne et le garçon formidable de Ducastel et Martino. Voilà Meryl, on a conclu cette année 98, bravo. J'ai bien fait de le signaler, hein. Franchement, il y a quand même une paire de films cultes et qu'on adore. On va rappeler un peu le principe, on regarde, en tout cas moi je regarde tous les films de l'année, ensuite je te soumets une liste, et c'est vrai que je me suis aperçu que quand j'accumulais trop de films trop bien, j'ai moins de plaisir, donc je me suis dit maintenant il faut que je mette des films moins, que j'aime moins, que j'en revois des films que j'aime moins, et de temps en temps je case un chef-d'œuvre, et là tu t'aperçois vraiment de la qualité des mecs, quand tu revois un frère Cohen ou un Tarantino au milieu de 20 bouses, tu te dis, ouais, quand même, les mecs sont, je savais qu'ils étaient géniaux, mais là, il faut un autre truc, quoi. C'est un autre art que les autres, quoi. C'est-à-dire que il y a l'industrie, puis il y a des artistes, il y a des créateurs, il y a des génies. C'est hallucinant. Quand tu vois ces films-là, tu te dis, je comprends pourquoi j'aime le cinéma, quoi. De toute façon, c'est ce qu'on dit de Tarantino. Il y a des gens qui sont au-dessus du lot, et puis il y a des gens qui essayent. On revient bientôt pour le 99. Ce sera le dernier, déjà, de l'année, de la décennie 1990. Et puis ensuite, on attaquera les années 2000. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire sur les années 2000. Mais 99 est une belle année aussi. Donc voilà, on se retrouve très prochainement. Cinema.